Alors, dans le livre qui vient de paraître, évidemment, sur les pensionnats indiens catholiques au Québec, il y a une première partie de ce livre qui aborde toute la question de l'ouverture tardive des pensionnats. Mais dans la deuxième partie, là, c'est vraiment l'histoire de chacun des pensionnats catholiques au Québec, les 4 pensionnats catholiques au Québec. Alors, si on veut essayer de comprendre l'ouverture des pensionnats, évidemment, il faut comparer avec le Canada anglais. Alors, la politique des pensionnats, c'est une politique qui date de la fin du 19e siècle. Avec la loi sur les Indiens, on officialise cette réalité-là en 1876. Et donc, au Canada anglais, ça démarre très tôt, fin 19e, 20e siècle, on ouvre des pensionnats partout. Alors qu'au Québec, on a 2 pensionnats qui sont ouverts dans les années 30 à la baie James, et après ça, il n'y a plus rien. Alors, comment on explique cette réalité-là? Évidemment, c'est des pressions politiques. C'est des pressions politiques que les Oblats vont jouer sur un gouvernement fédéral libéral, celui de Mackenzie King, mais surtout celui de Louis Saint-Laurent en 1948, lorsque lui devient premier ministre. Là, c'est un ami des Oblats, et on va faire des pressions auprès de lui pour qu'il dise on va se calmer les nerfs sur le refus d'ouvrir des pensionnats et on va accorder des pensionnats au Québec. Mais l'autre réalité importante, l'autre raison, c'est aussi la question de la loi de l'obligation scolaire qui est adoptée au Québec en 1943, où là, on oblige l'éducation. Tous les enfants sont tenus d'aller à l'école de 6 à 16 ans. Alors, devant cette réalité-là, pour les enfants autochtones qui sont inclus dans cette loi-là, bien évidemment, là, ils vont dire, nous, on ne veut pas laisser cette responsabilité de l'éducation des enfants autochtones entre les mains d'un gouvernement fédéral. On ne veut absolument pas ça. Et là, on va commencer à faire des pressions pour qu'on accorde l'ouverture de pensionnats ici au Québec. Et on va en ouvrir 3 durant les années 50. Bien sûr, si les Oblats insistent avec une si grande importance sur le maintien de leur pensionnat auprès des Autochtones, il faut jamais oublier, même s'ils disent qu'ils veulent maintenir la culture, maintenir la langue des communautés autochtones, il faut jamais oublier, ça c'est très important, que leur première mission, c'est l'évangélisation des Autochtones. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Alors, dans tous les textes, dans toutes les communications, les archives, les lettres, les dossiers, les études qui produisent, c'est la première raison. Il faut convertir ces communautés autochtones au catholicisme. Ça, c'est très important. Mais il y a toujours la meilleure façon d'y arriver, c'est en maintenant des éléments de leur culture, de leur langue, de leur pratique. Vous comprenez, c'est assez... Et l'autre élément qui est assez important et qui va les distinguer des autres églises canadiennes, c'est que les Oblats, ils ont une obligation. En entrant en mission auprès des Autochtones, ils doivent posséder la langue. Alors, l'étude de la langue chez les Oblats, c'est très important. Avant d'aller missionner dans une communauté autochtone, il faut apprendre la langue, ou on les envoie dans les communautés et rapidement, ils doivent pouvoir transmettre la culture catholique auprès de ces missions, et donc ils doivent posséder la langue. Alors, on a de ces Oblats missionnaires, c'est assez impressionnant, qui parlent 3-4 langues indiennes de façon très correcte, là. Alors donc, ils possèdent la langue, ils possèdent la culture, et ils se présentent comme étant les intermédiaires. Ils veulent jouer le rôle d'intermédiaire entre la société blanche, entre les instances politiques, donc le gouvernement fédéral, et les Autochtones. Puisqu'ils possèdent la langue, puisqu'ils disent connaître très bien leur façon de vivre, leur culture, leurs croyances, etc., ils sont capables de traduire ça auprès du gouvernement pour revendiquer des principes qui correspondent à leur réalité. Est-ce que les Oblats sont appuyés par les Autochtones? Ça, c'est une question qui est assez importante.
Dans les archives des Oblats, on a, dans le cadre, par exemple, de la grande commission Sénat, Chambre des communes, en 1946 et 48, les Oblats ont fait signer des pétitions par toutes les communautés autochtones où ils sont présents. Ils ont fait signer des pétitions pour maintenir leurs écoles, pour maintenir les pensionnats. Mais là, évidemment, on peut comprendre un peu, parce que les pétitions, ils sont toutes du même format, ils ont tous le même discours. Alors, on peut supposer que ce sont les pères Oblats qui ont fait signer, ont milité, ont fait des pressions auprès des communautés autochtones pour qu'ils signent ces pétitions-là. Alors donc, là, c'est un peu mince comme appui et comme revendication. Dans mon livre, j'ai noté un long texte qui fait part de la méthode des Oblats pour recruter. Puisque les enfants autochtones de la baie James, les Cris, sont majoritairement protestants, on a beaucoup de difficultés à recruter. Puisque dans la loi des Indiens, il est dit que les parents qui sont des protestants ont le devoir d'envoyer leurs enfants dans des écoles protestantes, catholiques, dans les écoles catholiques. Alors, pour pallier à ce problème de recrutement, on va aller chercher des enfants ailleurs. Alors, on va en chercher autour de la baie James, du côté de l'Ontario, mais surtout, en 1950, on va aller chercher des enfants de Pointe-Bleue. Donc, on va prendre des enfants du Lac-Saint-Jean, des enfants Inuits du Lac-Saint-Jean, et on va les amener au pensionnat de Fort-Georges à la baie James. Et ça vient compléter. Alors, on peut s'imaginer, là, c'est vraiment majeur comme phénomène, je considère, c'est que ce sont les Oblats qui se rendent responsables du recrutement, pas capables de recruter des enfants en nombre assez important pour compléter leur ratio à l'école de Fort-Georges. On va aller les chercher ailleurs. Et cet ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup des enfants de Pointe-Bleue. Alors, je suis Henri Goulet, je suis l'auteur du livre qui vient de paraître aux presses de l'Université de Montréal sur l'histoire des pensionnats indiens catholiques au Québec.